Merci. Bonjour à tous et à toutes. Et bravo pour l'organisation, pour les organisateurs du CIFAL. La thématique d'aujourd'hui porte sur le rôle du pharmacien dans l'accompagnement des patients atteints de cancer et plus précisément dans la prévention des risques d'exposition aux cytotoxiques en milieu domestique qui a tendance à être, qui est plutôt négligée du fait des pratiques que l'on enregistre en milieu hospitalier notamment et qui risqueraient justement de s'étendre en milieu officinal. Alors, il faut savoir que l'emploi des premières chimiothérapies remonte aux années 40 avec l'utilisation des gaz moutarde azotés comme armes chimiques. Les précautions en matière de sécurité quant à l'exposition aux médicaments dangereux, notamment les cytotoxiques, a véritablement émergé qu'il y a de cela une quarantaine d'années. Ces préoccupations ont d'abord ciblé le personnel soignant, après que des effets indésirables constatés chez les patients aient fait craindre une toxicité identique chez le personnel de santé exposé de manière chronique à faible dose. Cependant, et malgré l'arsenal de directives publiées ces dernières années, les recherches nationales et internationales révèlent que l'exposition aux médicaments dangereux demeure préoccupante en raison d'une adhésion insuffisante au protocole de manipulation sécuritaire et souligne l'impératif de renforcer les mesures de prévention. De nombreuses études sur la contamination des surfaces par des médicaments dangereux ont pu révéler que certaines catégories professionnelles, initialement considérées comme faiblement exposées, présentaient en réalité la plus forte proportion d'échantillons contaminés, portant ainsi l'attention sur l'impact de cette exposition, non seulement sur les soignants à domicile, mais aussi pour les familles des patients, mettant en lumière une problématique jusque-là sous-estimée. Bien que les risques d'exposition dans les milieux professionnels, hospitaliers et industriels constituent toujours une problématique majeure, la thématique de ma présentation s'est volontairement centrée sur l'environnement familial du patient. Car si les recommandations relatives à la manipulation sécuritaire des agents chimiothérapeutiques en milieu professionnel est aujourd'hui bien connue, elle demeure nettement moins développée lorsqu'il s'agit d'environnement domestique. Par ailleurs, au regard de l'évolution des traitements administrés à domicile, il est impératif de mettre en place des actions de sensibilisation et d'accompagnement à l'intention des familles afin de prévenir les risques associés à cette exposition. Ces risques sont bien souvent maîtrisables et nécessitent une sensibilisation et une information claire afin de protéger efficacement les membres de l'entourage tout en évitant tout sentiment de peur ou de confusion. L'objectif de cette communication est donc de présenter des mesures simples, concrètes et rassurantes pour garantir la sécurisation de l'environnement familial en intégrant des pratiques responsables et éclairées adaptées à chaque situation. Alors, bien qu'il soit aujourd'hui principalement question de médicaments cytotoxiques, il est primordial de rappeler que la toxicité ne se limite pas à cette seule catégorie, car en effet, les hormones, les antiviraux et bien d'autres sont classés dangereux compte tenu de leur effet néfaste sur l'organisme. Le NIOSH considère un médicament comme dangereux si celui-ci a prouvé à travers des études sur l'homme, des modèles animaux ou in vitro, qu'il révèle une ou plusieurs des caractéristiques suivantes: cancérogénicité, tératogénicité ou autre toxicité sur le développement, toxicité pour la reproduction, toxicité organique à faible dose, génotoxicité, structure et profil de toxicité qui imitent les médicaments existants et déterminés comme dangereux, ou alors sont accompagnés par son fabricant de précautions de manipulation spécifiques. Le niveau de risque élevé lié à cette exposition impose la mise en place de mesures incluant l'élaboration de programmes d'information et de formation sur la manipulation sécuritaire de ces produits, afin d'assurer l'acquisition des compétences et des comportements nécessaires à la préservation de l'environnement direct et indirect du patient. L'application d'une démarche qualité à l'acte de dispensation exige du pharmacien de considérer les risques pour la santé. Il est ainsi placé sous une obligation renforcée d'information avant toute délivrance de cytotoxiques.
Certains d'entre vous se posent la question, par quelle voie sommes-nous contaminés? La pénétration involontaire dans l'organisme de ces médicaments peut se faire essentiellement par 3 voies. La voie cutanée, la voie digestive et la voie respiratoire. La voie cutanée en est la principale mode d'accès. Elle se fait par contact avec des surfaces qui sont contaminées. Il peut s'agir de la forme posologique, du conditionnement, d'un éventuel déversement de produits ou de liquides biologiques, donc d'excréta, la literie également, des fuites d'un dispositif médical d'administration ou autre. Je tiens justement à signaler que concernant le packaging extérieur, il y a un niveau de contamination qui fait que nous sommes contraints de prendre des dispositions pour éviter un contact direct. La voie digestive se fait par ingestion d'aliments contaminés ou lorsqu'on porte à la bouche sa main ou alors un objet contaminé. La voie respiratoire par inhalation d'aérosols ou de vapeurs. Donc les vapeurs concernent les produits qui ont la caractéristique d'être volatiles. Les aérosols peuvent être générés par n'importe quelle manipulation de liquide. La maîtrise des voies d'exposition constitue un prérequis essentiel à l'élaboration de stratégies de prévention adaptées, permettant l'ajustement des mesures de précaution en fonction du niveau du risque identifié. Alors, qu'il s'agisse d'un contact direct ou indirect, certaines situations exigent une vigilance renforcée afin de se prémunir d'un risque d'exposition. Certaines semblent plus évidentes que d'autres, mais exigent toute la mise en œuvre de précautions particulières. L'exposition aux médicaments dangereux comprend, sans s'y limiter, l'administration médicamenteuse, les soins prodigués aux malades à travers l'exposition éventuelle aux fluides biologiques contaminés, la décontamination et également l'élimination des déchets. Le développement des thérapies anticancéreuses orales, appréciées pour leur simplicité d'administration et leurs résultats efficaces, nécessite des pratiques strictes pour garantir un stockage, une manipulation et une élimination sécurisée afin de prévenir tout risque d'exposition de l'environnement du patient. Il est cependant impératif de reconnaître que si les politiques relatives à la manipulation sécuritaire d'agents cytotoxiques destinés à la voie parentérale font l'objet d'une attention particulière, celles concernant les thérapies orales sont trop souvent négligées et exigent une attention urgente compte tenu de leurs risques comparables de toxicité. Contrairement à ce qui pourrait être perçu, la mise en place de pratiques garantissant la sécurité de l'entourage du patient s'avère beaucoup plus complexe que les protocoles standards d'administration. Cette complexité résulte de la nécessité d'intégrer une multitude de variables dont la maîtrise demeure un défi constant. Dans le cadre de leur manipulation et afin de prévenir tout risque d'exposition aux agents anticancéreux, il est impératif d'adopter des pratiques rigoureuses et sécurisées. À savoir que les médicaments doivent être stockés dans un lieu sûr, hors de portée des enfants et des animaux, dans des contenants rigides, identifiés, dédiés et séparés des autres médicaments. En cas de conservation à basse température, le médicament doit être placé dans un récipient hermétique avant d'être introduit dans le réfrigérateur afin de pouvoir l'isoler de l'environnement. Les formes orales solides ne doivent en aucun cas être déposées sur des surfaces exposées. En cas de contact accidentel, il est essentiel de nettoyer immédiatement la zone contaminée. Leur manipulation doit se restreindre à l'étape de l'administration en veillant à préserver leur intégrité pour limiter les risques de dissémination de particules toxiques. En cas de non-utilisation ou de péremption, ces médicaments doivent être restitués au pharmacien qui se chargera de les intégrer au circuit sécurisé d'élimination des déchets dangereux. De façon générale, le risque d'exposition lors de la manipulation des médicaments dangereux dépend de plusieurs facteurs dont on pourrait citer la forme posologique, les voies d'exposition, la fréquence, la durée d'action, des pratiques et l'usage ou pas des EPI. Globalement, les mesures proposées incluent la mise en œuvre de pratiques spécifiques visant à réduire les concentrations de contaminants sur les surfaces et dans l'air ambiant. Parallèlement, l'utilisation d'équipements de protection individuelle joue un rôle clé en créant une barrière physique évitant tout contact direct. Nous portons souvent une attention prioritaire aux recommandations relatives à la manipulation directe des agents cytotoxiques en négligeant les risques liés à l'exposition indirecte résultant de la contamination des fluides biologiques des patients.
Il est essentiel de rappeler qu'après leur administration dans l'organisme, les cytostatiques subissent des processus subissant à la production, dans certains cas, de métabolites, conservant ou amplifiant leur toxicité. Les fluides biologiques contaminés représentent donc un risque significatif d'exposition par contact direct ou par inhalation d'aérosols. À ce titre, des recherches scientifiques ont démontré la présence de résidus cytotoxiques tant dans l'environnement domestique que dans les échantillons biologiques des proches des patients sous chimiothérapie, mettant en évidence l'étendue du risque d'exposition. Ces données soulignent, une fois de plus, l'urgence de mettre en place une approche proactive, renforcée afin de prévenir toute source de contamination. Concernant l'élimination et le nettoyage des fluides corporels, il est recommandé de s'appuyer sur les approches de contrôle préconisées par le NIOSH, détaillant les gestes prioritaires à adopter ainsi que les équipements de protection individuelle indiqués dans ce genre de situation. La manipulation des médicaments dangereux ainsi que les soins prodigués aux patients exigent un nettoyage rigoureux et régulier des zones ayant été exposées à une potentielle contamination. À ce jour, aucune méthode standardisée ne permet d'assurer une désactivation absolue de l'ensemble des médicaments dangereux. Toutefois, diverses solutions de décontamination ont démontré une efficacité significative dans la réduction des niveaux de contamination résiduelle. Afin d'optimiser la sécurisation des environnements exposés, il est donc recommandé aux pharmaciens de s'appuyer sur des solutions validées et adaptées aux substances manipulées. La collaboration avec les fournisseurs s'avère donc essentielle pour obtenir des recommandations précises sur les protocoles de désactivation et garantir une application conforme aux exigences sécuritaires. Dans le cadre des protocoles de nettoyage de routine, il est essentiel de garantir une réduction maximale des résidus de médicaments dangereux et parmi les recommandations prioritaires, il convient de privilégier les méthodes humides qui minimisent la dispersion de particules et réduisent ainsi le risque de contamination environnementale. Une attention particulière doit être également accordée à l'élimination des supports de nettoyage utilisés qui doivent être systématiquement placés dans des sacs hermétiquement scellés. La gestion des déversements de médicaments dangereux constitue un aspect fondamental des opérations de nettoyage et revêt une importance particulière, d'autant que de tels incidents ne sont pas totalement improbables en milieu domestique. En effet, certains patients bénéficient d'une administration continue via des dispositifs médicaux susceptibles d'entraîner des fuites accidentelles en cas de défaillance. Par ailleurs, les déversements accidentels de liquides biologiques contaminés exigent des mesures de gestion rigoureuses assez similaires. Il est donc impératif de préparer le patient et leur entourage à ces éventualités pour garantir une réponse rapide et sécurisée. La gestion des déchets cytotoxiques requiert des précautions strictes pour prévenir tout risque de contamination et assurer une manipulation sécurisée. En milieu domestique, un certain nombre de précautions s'imposent, mais compte tenu du temps, je ne m'attarderai que sur le dernier point. Les déchets contenant des résidus de chimiothérapie, les médicaments non utilisés et périmés, ainsi que les matériaux utilisés dans la gestion des déversements de cytostatiques sont classés parmi les catégories des déchets toxiques, ce qui exclut toute possibilité de leur élimination parmi les déchets domestiques et doivent impérativement être intégrés au circuit d'élimination des déchets hospitaliers. Le NIOSH classe les déchets en flux distincts en fonction de leur niveau de risque. Les déchets dangereux, les déchets contenant des traces de chimiothérapie et les déchets pharmaceutiques non dangereux. Il est essentiel de souligner que les recommandations du NIOSH ont été largement adoptées et intégrées aux pratiques hospitalières par les autorités de santé d'un grand nombre de pays. Sur le plan national, la réglementation relative à la gestion des déchets issus des activités de santé est régie par la loi 01-19 et les modalités d'application sont spécifiées par le décret 03-478. Au regard des dispositions en vigueur, il convient de souligner une observation importante, à savoir que les critères de sous-catégorisation des déchets toxiques incluent les produits pharmaceutiques dans leur globalité, sans prise en compte de profil de risque. Cette approche a pour conséquence d'engendrer des volumes de traitement considérable et disproportionnée par rapport aux enjeux environnementaux et sanitaires réels associés à certains déchets. Faisant
À présent, un petit benchmark des réglementations internationales. La réglementation européenne relative à la gestion des déchets issus des activités de santé, notamment ceux contenant des cytotoxiques, a servi de fondement pour la mise en place de cadres spécifiques adaptés à la réglementation des États membres. Deux éléments fondamentaux en ressortent. D'une part, une meilleure sélectivité des déchets dangereux permettant une gestion optimisée et un traitement différencié. D'autre part, l'instauration d'une obligation pour les États membres de mettre en place des dispositifs de collecte des médicaments périmés et non utilisés au sein des foyers. Cette approche vise à prévenir toute élimination inappropriée et à renforcer la maîtrise du circuit d'élimination des substances pharmaceutiques. Aux États-Unis, la gestion des déchets issus de l'utilisation de produits de chimiothérapie repose sur la collaboration étroite de plusieurs institutions réglementaires, à savoir l'EPA, l'OSHA, la FDA et le CDC. Cette approche coordonnée converge vers des principes similaires à ceux adoptés par l'Europe, notamment à la ségrégation des déchets dangereux. L'objectif ultime étant la sécurisation environnementale et l'optimisation des processus de gestion des déchets. L'analyse comparative des exigences internationales nous permet donc de nous éclairer sur les opportunités d'amélioration potentielle du cadre réglementaire national, notamment en faveur d'un tri plus sélectif qui nous permettrait de rationaliser les coûts de gestion par la mise en œuvre de pratiques plus adaptées et économiquement viables. Afin d'évaluer les pratiques en matière de sécurisation de l'environnement familial des patients sous chimiothérapie, nous avons mené, en collaboration avec la SCOP, une enquête par questionnaire adressée à 84 pharmaciens impliqués dans des activités de dispensation de cytotoxiques. Les structures concernées incluent des CHU, des EHU, des EPH, des EHS répartis sur l'ensemble du territoire national. Cette enquête a enregistré un taux de réponse relativement faible, 23,8%, et concerne au final 11 wilayas. La majorité des répondants exercent au niveau d'EHS et de CAC. Le questionnaire, composé de 18 questions, a été structuré autour de 4 grands axes, à savoir la formation et l'actualisation des compétences des pharmaciens, l'information relative à la manipulation sécuritaire des traitements, les indicateurs de performance et l'évaluation pratique, ainsi que la collaboration pluridisciplinaire au sein des équipes de soins. Les résultats de l'enquête révèlent plusieurs points d'intérêt. La formation et l'actualisation des compétences en matière de sécurisation des traitements sont jugées insuffisantes par la majorité des professionnels interrogés et une grande majorité des répondants estiment que leur pratique actuelle ne répond pas aux besoins en termes de sécurisation des environnements familiaux. Dr. Wade, là, il vous reste 5 minutes. J'aurai fini. L'information relative à la manipulation sécuritaire des traitements est également jugée insuffisante et malgré les efforts déployés pour informer les patients et leurs familles, il persiste des lacunes notables dans la transmission des consignes de sécurité. L'utilisation des indicateurs de performance reste rare, ce qui est cohérent avec l'insuffisance observée dans le processus d'information des patients et de leurs familles. De plus, l'évaluation de la compréhension de l'information par le malade et son entourage est quasiment inexistante. La collaboration interdisciplinaire entre pharmaciens, médecins et autres professionnels de santé demeure rare selon les résultats de l'enquête, bien que quelques échanges aient lieu, mais ils ne sont ni systématiques ni suffisamment structurés pour garantir une organisation optimale. La disponibilité de référentiels et de supports d'information est également jugée rare. De nombreux professionnels indiquent l'absence d'accès à des sources standardisées et adaptées pour guider leurs pratiques. L'analyse des réponses met en évidence des lacunes significatives, tant en matière de formation des professionnels que d'information des patients. Toutefois, en raison de la variabilité des informations relatives à la prévention de l'exposition, il est difficile de dresser un tableau précis de la réalité des pratiques actuelles. Il semble donc essentiel d'entreprendre une analyse plus approfondie afin d'identifier les leviers d'action à mettre en œuvre pour garantir de meilleures pratiques. Le manque de formation, de supports adaptés et de pratiques normalisées souligne la nécessité d'efforts soutenus pour renforcer la prévention et garantir une prise en charge optimale tant en milieu hospitalier qu'à domicile. En guise de réflexion finale et face aux défis majeurs posés par la manipulation des agents cytotoxiques en milieu domestique, une réponse stratégique et ambitieuse s'impose. La réduction des risques d'exposition et la garantie d'une protection optimale pour les patients et leur entourage ne relèvent pas seulement d'un impératif de santé publique, mais également d'un enjeu sociétal et économique. L'instauration au sein des structures de soins de comités
pluridisciplinaire dédié à la gestion des médicaments dangereux constitue une première étape fondamentale. Ces comités auront pour mission de définir et de mettre en œuvre des processus rigoureux, garants d'une maîtrise effective des risques associés. En parallèle, il est crucial de doter les patients et leurs proches de ressources éducatives adaptées et d'instaurer des programmes de formation réguliers pour promouvoir des pratiques sécurisées au quotidien. C'est en renforçant l'information et la formation de tous les acteurs concernés que nous pourrons créer un cadre où la sécurité devient l'élément central tout en préservant la sérénité des familles et la dignité des patients. Dans ce contexte, les associations de patients, en tant que partenaires privilégiés, devront être systématiquement intégrées à cette démarche, compte tenu de leur rôle clé dans l'identification des besoins spécifiques, contribuant à la co-construction d'outils pratiques. Cette dynamique collaborative devra aboutir à l'élaboration d'un guide national de recommandations pratiques, instrument essentiel pour la standardisation des pratiques professionnelles, le renforcement d'une culture de sécurité positive et la limitation des risques d'exposition des familles et de leur environnement immédiat et global. Ce guide s'inscrira également dans une démarche de santé publique durable, conciliant protection des populations vulnérables, rationalisation des ressources et renforcement de la résilience de notre système de santé. Et je vous remercie pour votre patience.